Bonjour à tous, merci beaucoup de me donner l'opportunité de vous présenter mon projet de recherche. Donc, je m'appelle Lucie Guilbeault, je suis gynécologue obstétricienne dans le service de médecine fœtale de l'hôpital Trousseau à Paris, dirigé par le professeur Jean-Marie Joannick. Et je vais vous parler de la thérapie cellulaire dans le traitement anténatal des myéloméningocèles, puisqu'avec l'équipe, ça va faire 9 ans qu'on travaille sur la chirurgie in utero des myéloméningocèles et 7 ans qu'on propose cette chirurgie in utero aux couples qu'on le reçoit à l'hôpital Trousseau. Donc, comme vous le savez peut-être, la myéloméningocèle, c'est ce qu'on appelait avant spina bifida, et cela correspond à une anomalie de fermeture du tube neural qui a lieu environ à la 7e semaine de gestation. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est une malformation qui est évolutive au cours de la grossesse, puisque au cours de la grossesse, la moelle épinière, sous la forme d'une placode qui fait hernie au niveau du dos du fœtus, va être victime de lésions. On ne sait pas bien pourquoi ces lésions apparaissent, mais c'est un fait. Et par ailleurs, on sait qu'il existe un écoulement de liquide cérébrospinal au travers de la lésion qui va induire une hernie de la partie la plus postérieure du cerveau qu'on appelle le cervelet et qui constitue la malformation de Chiari de type 2. Et cette hernie du cervelet peut compliquer la circulation du LCR en amont, qui peut induire une hydrocéphalie. Ceci induit qu'à la naissance, les enfants, puis dans leur vie future, vont présenter des troubles moteurs des membres inférieurs, des troubles sphinctériens et potentiellement les anomalies cérébrales dont on a parlé, la malformation de Chiari de type 2 et éventuellement une hydrocéphalie. La myéloméningocèle est en général diagnostiquée en prénatal et le plus souvent lors de l'échographie du deuxième trimestre. Jusqu'au début des années 2010, la seule chose qu'on pouvait proposer aux couples qui souhaitaient poursuivre la grossesse, c'était une chirurgie à la naissance de leur enfant qui malheureusement ne permettait pas de corriger ni les lésions observées au cours de la grossesse et ni les lésions au niveau cérébral. Et en fait, du fait de la connaissance de la physiopathologie prénatale des myéloméningocèles et du fait de diagnostics prénatal possibles, les chercheurs ont pensé à réaliser cette même chirurgie au cours de la grossesse, avant 26 semaines d'aménorrhée, pour permettre d'une part de bloquer l'écoulement de liquide cérébrospinal au travers les lésions et d'autre part de protéger la moelle. Et en 2011 est parue une grande étude randomisée américaine qu'on appelle la MOM Study, qui visait à comparer deux groupes d'enfants, un groupe d'enfants opérés à la naissance comme c'était le cas jusqu'à présent, et un groupe d'enfants opérés au cours de la grossesse avant 26 semaines d'aménorrhée, donc juste après l'échographie du deuxième trimestre. Et en fait, les résultats ont été tellement bons dans le groupe chirurgie in utero que le comité d'éthique de cette étude a décidé de mettre fin à l'étude avant même d'avoir inclus le nombre de sujets nécessaires qui avait été initialement calculé, parce qu'il leur a paru pas éthique de ne pas proposer la chirurgie in utero aux couples qui souhaitaient poursuivre la grossesse. En effet, leur étude a montré un bénéfice d'une part sur les anomalies cérébrales, puisqu'on retrouve 2 fois moins d'enfants qui ont besoin d'une dérivation ventriculo-péritonéale dans la première année de vie pour le groupe chirurgie in utero, plus de correction de la malformation de Chiari dans le groupe chirurgie in utero et un meilleur développement à la fois intellectuel et moteur. Une étude est parue l'année dernière qui visait à suivre ces enfants à l'âge scolaire, vers 7-8 ans, et il semble que les effets de la chirurgie in utero sont pérennes, puisque là encore, plus d'enfants sont capables de marcher indépendamment dans le groupe chirurgie in utero, et moins d'enfants ont besoin de sondage urinaire quotidien dans le groupe chirurgie in utero. Malheureusement, cette chirurgie in utero est loin d'être une guérison, ne permet pas la guérison, puisque vous voyez que 71% des enfants ne sont pas capables de marcher indépendamment, c'est-à-dire sans attelle, même dans le groupe chirurgie in utero. Et 62% des enfants sont encore obligés d'avoir des sondages tous les jours pour pouvoir vider leur vessie correctement. Il m'a donc paru important de travailler sur un moyen d'améliorer la réparation de la moelle épinière dans la période prénatale afin d'améliorer les fonctions neurologiques de ces enfants. Et j'ai pensé que la thérapie cellulaire pouvait être une option pertinente dans cette indication. L'objectif de ce travail de recherche, c'est d'évaluer le bénéfice apporté par l'utilisation de cellules souches qu'on appelle les cellules stromales mésenchymateuses comme traitement adjuvant de la chirurgie in utero des myéloméningocèles. Et je travaille chez le modèle de myéloméningocèle chez le fœtus de brebis. Tout d'abord, il faut isoler les cellules souches et donc on utilise des cordons ombilicaux pour isoler les cellules stromales mésenchymateuses. J'utilise des cordons ombilicaux obtenus à partir d'agneaux nés à terme par césarienne que je recueille de manière stérile, que je vais fragmenter avec des fragments qui mesurent environ 1 cm et puis je vais ensuite les mettre dans une boîte de culture un peu comme celle-ci pour pouvoir isoler les cellules et ça prend à peu près 10 jours pour pouvoir isoler les cellules stromales mésenchymateuses.
Ensuite, il faut vérifier que les cellules qu'on a isolées sont bien des cellules stromales mésenchymateuses. Et pour ce faire, on fait des expérimentations in vitro pour montrer que nos cellules sont capables de se différencier à la fois en tissu osseux et en adipocytes, donc en tissu adipeux. On étudie également leurs marqueurs de surface avec une technique qui s'appelle la cytométrie de flux pour vérifier que nos cellules sont bien des cellules mésenchymateuses. Ça, on a déjà pu le faire. Ensuite, à partir de ces cellules qu'on a isolées, on va d'abord les transduire avec une protéine qui s'appelle la green fluorescent protéine, qui va nous permettre en fait de suivre ces cellules une fois qu'elles vont être greffées in vivo. Une fois les cellules transduites, on fabrique des patchs et on utilise une solution de fibrinogène. On mélange les cellules avec du fibrinogène, puis on y rajoute de la thrombine, ce qui nous permet d'avoir une polymérisation et des patchs qui ressemblent à ça. On a étudié ces patchs in vitro et ce qu'on a pu montrer, c'est d'une part que les cellules se répartissaient de manière homogène au sein du maillage de fibrine et d'autre part qu'elles étaient capables de survivre au moins 4 jours in vitro et de migrer au sein de notre maillage de fibrine. Une fois les patchs construits, on va les expérimenter chez l'animal. Et donc, on utilise le modèle chirurgical ovin, donc chez le fœtus de brebis, de myéloméningocèle, et on va comparer deux groupes d'animaux. Un groupe de fœtus chez qui la malformation va être créée et réparée avec un patch de cellules souches et une suture cutanée, et un groupe d'animaux chez qui la malformation va être créée et réparée avec un patch sans cellules et une suture cutanée. Le protocole chirurgical est le suivant. Alors, il faut savoir que la durée de gestation de la brebis est de 145 jours. On crée la malformation à la moitié de la gestation, à 75 jours de gestation. On la répare 2 semaines plus tard et on fait naître les agneaux proches du terme par césarienne. Voici comment on crée la malformation chirurgicalement chez le fœtus de brebis. À 75 jours de gestation, on extériorise la corne utérine où se trouve le fœtus, puis on réalise une petite hystérotomie, une petite ouverture de l'utérus, pour exposer le pôle caudal du fœtus. Et ensuite, on va réaliser une excision cutanéo-musculaire en regard des vertèbres L1 à L5, puis une laminectomie des vertèbres L1 à L5 avant d'inciser la dure mère, ce qui va nous permettre d'observer un écoulement de liquide cérébrospinal. Et on sait que si on ne répare pas cette malformation, à la naissance, on obtiendra un phénotype assez semblable à ce qu'on peut voir à la naissance chez les enfants qui présentent une myéloméningocèle, avec la lésion de myéloméningocèle et une hernie cérébelleuse qui ressemble à ce qu'on peut voir en cas de malformation de Carrier de type 2. Nous avons commencé ces expérimentations. À l'heure actuelle, nous avons créé la malformation chez 20 fœtus de brebis, puis nous avons séparé ces 20 fœtus en deux groupes, un groupe patch de cellules souches, un groupe patch sans cellules. Il faut savoir que quand on réalise 2 chirurgies in utero chez la brebis, malheureusement, le taux de fausse couche est assez conséquent et il est assez semblable à ce qu'obtiennent les équipes internationales qui travaillent sur le sujet. Ceci nous a permis d'obtenir deux groupes, donc le groupe à l'étude avec le patch de cellules qui contenait 6 agneaux vivants et le groupe contrôle qui contenait également 6 agneaux vivants. Alors, à la naissance, d'une part, les agneaux sont en bon état général. Vous voyez ici qu'ils sont capables de boire du lait tout seuls. Et ce qu'on a pu observer, tout d'abord à l'examen clinique, donc les résultats sont présentés ici. On utilise pour examiner les agneaux ce qu'on appelle le SLR score. C'est un score qui a été validé par une équipe californienne chez le modèle ovin de myéloméningocèle qui vise à étudier les capacités motrices des agneaux. C'est un score qui est scoré sur 15. 0 sur 15 correspond à une paraplégie complète de l'agneau et 15 sur 15 correspond à une déambulation normale de l'animal. Ce qu'on a pu montrer dans notre cohorte, c'est que dans le groupe patch cellulaire, le score est légèrement meilleur. Donc, tous les agneaux ont des troubles moteurs, mais vous voyez ici, c'est représenté sur ce schéma. Sur nos 6 agneaux, on en avait 2 qui avaient un score à 6, un qui avait un score à 4 et 3 autres qui avaient un score proche de la paraplégie. Et dans le groupe contrôle, ils avaient tous un score proche de la paraplégie. Donc, un effet clinique sur la motricité présent mais modéré. Nous avons pu observer des mouvements de la queue chez 83% des agneaux du groupe cellules souches et aucun du groupe contrôle. Il y avait une amyotrophie des pattes chez tous les agneaux du groupe contrôle et chez la moitié des agneaux du groupe K. Et nous avons pu observer une miction spontanée dans les 2 premières heures de vie chez 50% des agneaux du groupe cellules et aucun agneau du groupe patch sans cellules. Si on s'intéresse à l'aspect macroscopique histologique au niveau de la lésion de myéloméningocèle et du cerveau, sans surprise, on a observé une cicatrisation complète chez tous les agneaux, chez les cas comme chez les contrôles, puisqu'on sait déjà qu'en réparant simplement avec une suture la lésion, on obtient une cicatrisation à la naissance. Et sans surprise non plus, on va avoir
un blocage de l'écoulement de liquide céphalorachidien au cours de la gestation, et du coup, on n'a pas de hernie cérébelleuse à la naissance. Nous avons évidemment étudié la présence ou non de tumeurs dans tous les organes des agneaux, et nous n'avons pas retrouvé de tumeurs dans le groupe cellules souches. Si on s'intéresse maintenant à l'aspect microscopique de la cicatrice, l'élément le plus intéressant qu'on a observé et auquel on ne s'attendait pas forcément, c'est que dans le groupe cellules souches, on observait une diminution de la fibrose entre la moelle épinière et le derme comparé au groupe contrôle, ce qui est assez intéressant quand on sait qu'une des complications post-opératoires d'une chirurgie de myéloméningocèle est justement cette attache de la moelle liée à la fibrose qui peut engendrer des signes cliniques défavorables comme des troubles sphinctériens ou une dégradation des fonctions motrices. Si on s'intéresse maintenant à la moelle épinière, nos premiers résultats montrent que l'utilisation des cellules stromales mésenchymateuses dans la réparation de la moelle épinière en anténatale semble permettre une préservation de la moelle épinière, puisque on obtenait une surface de substance grise plus importante dans le groupe cellules souches et une densité neuronale bien plus importante dans le groupe cellules souches comparé au groupe contrôle. Par ailleurs, on avait une diminution de la fibrose périmédulaire. On verra sur les images ensuite, mais dans le groupe contrôle, on avait une fibrose autour de la moelle qui était assez importante, qu'il était moins dans le groupe cellules souches. Et enfin, on avait une tendance à une augmentation de la sécrétion des facteurs neuroprotecteurs dans le groupe cellules souches comparé au groupe contrôle. Ici, vous avez des images qui sont assez représentatives de ce qu'on pouvait observer dans le groupe cellules souches et dans le groupe contrôle. Donc ici, on voit que la moelle épinière dans le groupe cellules souches est quand même lésée. Il y a une dégradation, mais partielle, des cornes postérieures de la moelle, mais on observe une moelle qui est bien plus intègre quand même que dans le groupe contrôle. Ce qu'on peut observer également, c'est que même les cornes antérieures qui étaient en partie lésées dans le groupe contrôle ne l'étaient pas dans le groupe cellules souches. On observe que la fibrose est plus importante dans le groupe contrôle, à la fois entre la moelle et le derme, mais aussi en périmédulaire, ce qui n'était pas le cas dans le groupe cellules souches. Donc des résultats plutôt encourageants. Donc pour conclure, on peut dire que les cellules survivent in vivo. Là, c'est des résultats que je ne vous ai pas mis parce qu'on était un peu pressé par le temps, mais on a regardé si les cellules étaient encore présentes à la naissance, donc 52 jours après la greffe, et on retrouvait des cellules souches à la fois dans le derme et autour de la moelle, jamais intégrées dans la moelle. On n'a pas retrouvé de tumeur dans le groupe greffe de cellules souches et du coup, on pense qu'il n'y a pas de risque à greffer ces cellules, ce qui a été montré dans d'autres essais chez l'humain, puisque ces cellules stromales mésenchymateuses de cordon sont utilisées par voie intraveineuse déjà dans des essais cliniques pour d'autres indications. Concernant les bénéfices apportés par les cellules stromales mésenchymateuses, il semble y avoir un bénéfice clinique qui reste modéré, en tout cas à la naissance, c'est-à-dire dans les 2 premières heures de vie, qui sont les heures auxquelles on a examiné les agneaux. On a l'impression d'avoir une préservation de la moelle épinière et de la densité neuronale et une prévention de la fibrose autour de la moelle et entre la moelle et le derme. Ce bénéfice, il peut s'expliquer peut-être par une stimulation de l'activité paracrine, c'est-à-dire que les cellules souches qu'on apporte potentiellement sécrètent des facteurs neuroprotecteurs, mais stimulent également les cellules de l'hôte pour la sécrétion de facteurs neuroprotecteurs. Et il est possible que cliniquement, on ait un bénéfice aussi parce qu'il y a une diminution de la fibrose au niveau de la cicatrice. Donc, on est encore au tout début du projet et grâce au financement de la filière Neurosphinx, nous allons pouvoir continuer ces expérimentations pour peut-être un jour pouvoir envisager l'utilisation des cellules stromales mésenchymateuses chez le fœtus humain. Donc actuellement, nous sommes en train d'étudier l'activité paracrine des cellules stromales mésenchymateuses issues de cordons ombilicaux pour voir si effectivement elles sécrètent des facteurs neuroprotecteurs in vitro. On réalise également une étude de biodistribution, c'est-à-dire qu'on a des prélèvements de tous les organes des agneaux, également du liquide amniotique et du placenta, et on regarde en fait par une technique de PCR pour voir si on retrouve des cellules que l'on a greffées à 90 jours de gestation, après la naissance, dans d'autres endroits, pour en fait toujours apporter des arguments pour la sécurité de cette greffe de cellules souches. Et puis, nous avons débuté, toujours grâce à ce financement, une collaboration avec l'école vétérinaire de Maison-Alfort, qui va nous permettre de vraiment améliorer notre protocole et notamment de surveiller nos agneaux pendant 24 heures pour pouvoir les évaluer à 24 heures de vie, ce qui nous paraît beaucoup plus pertinent en fait, puisque l'agneau s'adapte très très vite à son environnement et du coup on pense qu'à 24 heures de vie, on aura potentiellement une différence plus importante entre le groupe cellules souches et le groupe de contrôle. Et puis l'école vétérinaire nous apporte des éléments très objectifs puisqu'on va être capable de faire des électromyogrammes aux agneaux, des bilans urodynamiques et des scanners du rachis.
Nous sommes en train de penser aussi à une translation chez l'homme et donc on utilise maintenant pour nos études in vitro des cellules de cordon humaines pour regarder leur activité paracrine et leur caractérisation. Nous allons greffer des cellules humaines chez le modèle ovin puisque pour le moment on a juste greffé des cellules ovines chez l'ovin. Et puis, on réfléchit aussi à une utilisation en phétoscopie, puisque depuis ce mois-ci, nous débutons la chirurgie in utero par phétoscopie des myéloméningocèles sacrés et des formes frontières mi-LDM chez nos patientes humaines. Et du coup, nous sommes aussi en train de penser au développement d'un patch plus solide que celui qu'on utilise en fibrinogène pour pouvoir appliquer cette technique dès que ce sera possible. Et voilà toutes les personnes qui travaillent avec moi et qui, depuis le début de mes travaux de recherche expérimentale à la fois sur la phétoscopie et la thérapie cellulaire et que je remercie grandement. Merci beaucoup. Bravo, hein, merci. On se rend compte de l'importance du travail qu'il y a derrière cette présentation, avec à la fois le côté de chirurgie expérimentale et les aspects fondamentaux. Alors, nous, on va vous suivre évidemment également de très près sur la partie fibrose, parce que ça a l'air d'être particulièrement intéressant. Mais je me demandais, oui, en fait, les animaux, vous les accompagnez jusqu'à quelle durée? Et est-ce qu'il y a un intérêt à les suivre un petit peu plus longtemps? Alors jusqu'à présent, je les accompagnais jusqu'à 2 heures de vie. On était obligé de les euthanasier à 2 heures de vie parce que j'avais pas les moyens ni financiers ni humains de les surveiller plus longtemps, puisque comme un nouveau-né humain, l'agneau nécessite d'être alimenté toutes les 3 heures au biberon. Et donc, à partir de cette année, là, on a repris les chirurgies il y a 2 mois. On a la chance de travailler avec un maître de conférence de l'école vétérinaire qui s'appelle Vincent Mauffret. Et du coup, on a débuté des travaux de thèse vétérinaire, ce qui fait qu'on a des étudiants vétérinaires qui vont nous aider à les maintenir en vie, mais seulement 24 heures. Parce que c'est compliqué sinon en termes, pareil, hein, de financiers et humains, de les surveiller plus longtemps et de les maintenir en vie dans des bonnes conditions pendant plus longtemps. Malheureusement, on n'a pas les moyens des laboratoires américains qui arrivent à les maintenir en vie pendant 6 mois. Mais voilà, déjà 24 heures, ça va être mieux que la naissance. Et les cellules mésenchymateuses, c'est bien le sang de cordon, enfin, vous les prélevez, non? À quel endroit? C'est la gelée de Wharton, en fait. Donc, on n'utilise pas du tout le sang de cordon. En fait, quand on prélève le cordon, on purge même les deux. Donc, chez l'ovin, il y a 2 veines et 2 artères dans le cordon ombilical. On purge les 2 veines tout de suite en opératoire au cours de la césarienne. Et une fois arrivé au laboratoire, on enlève les vaisseaux. Et c'est vraiment que la gaine en fait du cordon qu'on préserve et qu'on utilise. Et en fait, on va fragmenter le cordon et scarifier sa paroi interne avant de reposer la paroi interne sur la boîte de pétri. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Steven, tu veux une question peut-être? Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et chez l'homme, du coup, on prendrait où les cellules stromales si on envisageait une perspective translationnelle? Alors, En fait, là, je travaille à l'unité de thérapie cellulaire de l'hôpital Saint-Louis, qui a déjà en fait une banque de cordons parce qu'ils utilisent le sang de cordon pour des essais cliniques. Et du coup, on a également le cordon à disposition parce qu'ils travaillent avec plusieurs maternités d'Île-de-France et notamment franco-britannique. Donc en fait, on fait des demandes et puis ils ont tout un parcours dans la maternité pour recueillir les cordons ombilicaux dans des bonnes conditions et les amener à Saint-Louis. Donc ce serait exactement la même chose. Hétérologue de banque. Oui, oui. Ouais, tout à fait. Allogénique, ouais. Ok. Ok, Iris, il y a des questions qui sont remontées? Alors, pas de questions, mais beaucoup de remarques. Beau travail, très beau travail. Et puis, peut-être aussi une remarque où vous souhaitez rebondir. La chirurgie anténatale ne répare pas les lésions neurologiques. Alors, la chirurgie anténatale, effectivement, est loin d'être une cure. La chirurgie anténatale permet simplement permet un bénéfice. Et les bénéfices qui sont montrés à l'heure actuelle, à la fois donc, par la MOM Study qui a été menée dans 3 centres américains, puis suite à ça, il y a eu plusieurs publications. Les équipes qui ont opéré le plus à ciel ouvert, c'est donc l'équipe de Philadelphie où je viens de passer un an, une équipe brésilienne à São Paulo,
c'est les deux équipes qui opèrent le plus. Et puis en fœtoscopie, on a une autre équipe brésilienne, une équipe espagnole et une équipe texane. Et tous les résultats concordent, c'est-à-dire qu'on a un bénéfice certain sur les anomalies cérébrales et un taux de correction de la malformation de Chiari qui est assez important, qui est de l'ordre de 60 à 85% selon les résultats. Et on a des améliorations sur le plan moteur qui sont plus importantes pour les formes les plus basses. C'est-à-dire qu'avec une myéloméningocèle de niveau L2 ou moins, on peut s'attendre à un bénéfice moteur de 1 ou 2 niveaux. Alors effectivement, c'est loin d'être une cure et moi je connais très très bien les familles dont les enfants ont été opérés in utero à l'hôpital Trousseau. On a opéré 18 enfants à ce jour et je connais très très bien leur dossier et très clairement, c'est effectivement des enfants qui ont un suivi encore extrêmement régulier et qui s'ils ont moins nécessité de dérivation ventriculo-péritonéale, ont besoin de traitements laxatifs au quotidien, ont besoin de sondage urinaire et ont besoin d'attel pour pouvoir déambuler. Mais par contre, voilà, sur les 18 enfants opérés à ce jour, seuls 3 ont nécessité une dérivation ventriculo-péritonéale. Et on considère que c'est déjà des arguments forts en fait pour proposer cette chirurgie in utero. Mais effectivement, c'est très très important de rappeler que ce n'est pas une cure. Et je pense que notre discours en prénatal est tout à fait honnête, comme l'illustre le taux d'interruption médicale de grossesse encore très élevé dans notre pays. Merci beaucoup. Merci, donc il est 16 heures, on a fini le programme. Je ne sais pas si on peut déborder sur quelques questions qui restaient. Alors, plusieurs questions de patients. Par exemple, un patient atteint de Chiari syringomyélie. Donc, j'ai confiance en mon kiné. Pourtant, je ressors des séances souvent avec des douleurs au dos. Dois-je arrêter? On a bien évidemment aussi envoyé l'adresse mail voilà, contact Neurosphinx si d'autres patients ont des questions très ciblées. Je ne sais pas si vous souhaitez répondre, professeur Parker. Bon, ben, disons que c'est plutôt fait pour faire du bien, en général, la kiné. Donc, si on fait de la kiné pour des douleurs, peut-être qu'à terme, il vaut peut-être mieux arrêter. Ok. Autre question aussi, par exemple, mon Chiari et ma syringomyélie peuvent-ils être la cause de problèmes de concentration et des mains qui échappent aux patients? Voilà, donc a priori, s'il n'y a pas d'hydrocéphalie, il n'y a pas trop de raison d'avoir de difficultés de concentration. Ça peut être quand même les médicaments, en particulier antalgiques pour les douleurs neuropathiques qui peuvent avoir des effets secondaires de ce type. Les manifestations aux membres supérieurs peuvent être en rapport avec un éventuel Chiari. Hein. Maintenant, s'il n'y a pas de Chiari et s'il y a une cavité syringomyélique, ce sont les cavités cervicales qui s'accompagnent de manifestations aux membres supérieurs. Merci beaucoup. Voilà, c'était ce genre de questions. N'hésitez pas à les poser voilà, via le chat, mais aussi via notre adresse mail. Beaucoup d'éloges, de bravo. Je vous laisse peut-être conclure, professeur Parker. Eh bien, en tous les cas, un grand merci à tout le monde et on voit que les centres CEMAVEM sont très actifs et avec une implication très forte et très belle à voir et à regarder pour la recherche. Donc, ces différentes publications devraient être mises en ligne, je pense, sur le site internet de la filière, sur celui de CEMAVEM, avec un petit tri peut-être à faire, ou un petit toilettage à faire avant la mise en ligne. Et merci beaucoup aux associations de patients, et particulièrement Amado Gilanton et M. Hafner. Et donc, bonne chance pour demain, vendredi 26 mars. Donc, rendez-vous à partir de 10 h pour les actualités BNDR. Merci à tous et bonne soirée. Merci.